Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette vidéo des tops des séries de 2025. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur les flops, à partir d'aujourd'hui, les tops seront réduits à seulement 10 places. Mais en contrepartie, je vais aborder très rapidement toutes les autres séries que j'ai pu découvrir dans l'année, et qui seront rangées dans différentes catégories. Néanmoins, si vous tenez à avoir un avis plus détaillé, n'hésitez pas à jeter un œil dans le thread Twitter Blue Sky que je ferai. Comme chaque année, je le précise, mes sélections ne vont pas se focaliser uniquement sur les sorties de cette année, mais sur tout ce que j'ai personnellement découvert en 2025. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des titres assez vieux qui popent parfois dans le listing. Je suis pas doué pour suivre l'actualité et soyons francs, c'est pas parce qu'une œuvre a plus d'1 an qu'il faut forcément arrêter de s'y intéresser. Et enfin, gardez en tête que mes avis sont purement subjectifs. Oui, je vais essayer de donner le plus d'arguments possible, mais ça reste mon avis quoi. Et ça voudra pas dire que vous avez obligation d'être d'accord avec moi. On va donc commencer avec l'étude de la première catégorie, c'est-à-dire la plupart des séries, généralement, ont l'intention de durer plus d'une saison. Or, l'essentiel de mes tops et mes flops, c'est surtout réservé aux premières découvertes. Et j'ai donc spécialement créé cette catégorie pour les suites, les saisons 2, 3, etc. Et vous pouvez checker les différentes médailles pour savoir dans quelle catégorie je les aurais rangées si ça avait été des saisons 1. Arcane saison 2. Est-ce qu'il y a encore besoin de résumer les aventures de Vi et Jinx pour quelqu'un ? Je ne pense pas. C'est une saison finale vraiment excellente, même s'il y a quelques petits points qui m'ont un peu déçu. Et là, pour le coup, c'est vraiment des micro-déceptions purement subjectives. Et ça m'a pas empêché de vraiment kiffer la série. L'Attaque des Titans saison 4. Enfin, putain, je l'ai enfin vu. J'ai des potes, ça fait des années qui me tannent, mais il faut que tu vois la fin pour qu'on en discute, putain. Sauf que pour ça, je voulais revoir l'intégralité de la série parce qu'il y avait beaucoup de détails que je me souvenais plus en fait. L'adaptation du manga où l'humanité est menacée par des titans mangeurs d'hommes est désormais terminée. Et je persiste à dire que c'est un des shonen les plus intelligents qui nous a été donné de découvrir. Et je trouve le final particulièrement réussi. Blood of Zeus, saison 2 et 3. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait une suite en fait à la base. Je pensais vraiment que la saison 1 c'était un one shot quoi. Du coup, que vaut cette nouvelle plongée dans la mythologie grecque ? Ça reste très cool et épique. J'admets que j'ai préféré la saison 2 à la 3, notamment parce que la troisième s'axe autour d'éléments qui sont j'ai pas trouvé très intéressants. Maintenant, dans l'ensemble, ça reste un bon final pour la série, même si on aurait pu avoir mieux. Bref, saison 2. Qui s'attendait à une saison 2 ? Alors, c'est vraiment très cool. On suit le héros dans sa vie de tous les jours, avec sa tendance à interpréter à sa manière tous les événements qui lui arrivent, avec une ambiance assez différente de la première, avec un côté dark qui est un peu plus présent, et quelques facilités un peu assez notables, on va pas se mentir. Mais ça reste un très bon spectacle, et perso je vous le recommande, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ghost saison 5, un grand manoir hérité par une plouc et son mari, sauf que la meuf se fait avoir des fantômes, et se rend compte que la baraque est remplie d'un certain nombre de spectres assez envahissants. La saison 5 est la dernière de la série, qui à mon sens est du même tonneau que les autres. C'est-à-dire une série détente qui est très cool à suivre, avec un final vraiment bien trouvé et assez surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il finisse la série comme ça. Harley Quinn saison 5, là encore, y a-t-il besoin de résumer la série ? Je pense pas. On suit Harley Quinn la timbrée et ses aventures dans le DC Universe. Alors cette saison j'ai bien aimé, mais je trouve que la série s'essouffle depuis la saison 4 en fait. C'est de moins en moins drôle et original, pas encore assez pour la mettre dans les flops, mais ça baisse quoi. Resident Alien saison 3. Alors pour celui-là, pas la peine d'aller chercher plus d'arguments parce que malheureusement j'ai tout mis là. Pour le coup j'avais vraiment pas grand chose de plus à dire. On suit toujours un alien qui a pris forme humaine et qui essaye de faire des trucs. Voilà, j'en dis pas plus. Cette troisième saison est infiniment meilleure que la deuxième. Il y a un meilleur rythme, il y a plus du tout d'épisodes filler, l'histoire est toujours aussi cool à suivre, et ça annonce du très bon pour la saison 4. Donc, comme d'hab, j'attends la suite. Sandman saison 2. Nouvelle itération dans l'univers du Maître des Rêves, et
Ouais, c'est assez décevant, quoi. J'ai vraiment eu la sensation que la série a perdu une grande partie de ce qui faisait son charme dans la première. En fait, j'ai la même sensation qu'avec Good Omens. Ouais, ça reste très sympa à regarder, mais c'est tellement inférieur à ce qu'on a eu avant que... faut vraiment insister pour continuer, quoi. School Spirit saison 2, suite à son meurtre, la jeune Maddie est condamnée à errer en tant que fantôme dans les couloirs de son lycée, et les événements de la saison 1 vont donc trouver quelques résolutions ici. C'est pas une fin de série, il y aura une 3ème saison. Comme pour la première, je trouve l'histoire très cool à suivre, malgré quelques points un peu, voire très prévisibles. The Legend of Vox Machina, saison 3. À nouveau, on va suivre l'escouade de Vox Machina dans le monde de Donjons et Dragons, si je me plante pas, et ils vont poursuivre leurs aventures. Techniquement, je trouve que c'est la saison la plus aboutie de la série. C'est toujours très cool, très punchy et très fun, et j'attends la saison 4 avec impatience. What Within the Shadows, saison 6. Voilà, avec Ghost, ça reste un de mes rendez-vous préférés qui s'achève. C'est donc l'ultime saison de la série où des vampires et leurs assistants humains sont suivis par une équipe de tournage pour un documentaire, série comique bien entendu, qui à mon sens a, malgré quelques petites faiblesses par-ci par-là, toujours réussi à rester drôle et qualitative. Bon, alors là on aborde le cas des séries, enfin, de la série, ouais, cette année il y en a qu'une, que je considère bien, mais franchement pas exceptionnel, ou alors avec beaucoup de défauts qui contrebalancent l'appréciation. Il s'agit donc de The Disastrous Life of Saikika, qui date de 2016, animé dédié à un lycéen doté de redoutables pouvoirs psy, mais qui a pour unique ambition d'avoir la paix. Et c'est une comédie qui a certes des bons, voire très bons moments, mais d'autres... c'est assez bof, quoi. Donc, si vous voulez tester, pourquoi pas, c'est pas mauvais, mais je garantis pas l'éclate absolue tout du long, quoi. Alors ici, on débarque sur des séries qui sont clairement de qualité. Il y a même beaucoup de points qui rendent le visionnage vraiment digne d'intérêt, mais pas beaucoup plus. C'est vraiment cool, mais c'est pas exceptionnel non plus. Agatha All Along. Alors, l'histoire est une suite à WandaVision et Doctor Strange 2, puisque la sorcière Agatha Harkness est libérée de ses hallucinations et privée de ses pouvoirs. Elle va donc devoir rejoindre la fameuse route des sorcières, qui, selon la légende, permettrait d'obtenir ce qu'on veut si on arrive au bout du chemin. J'ai pas trouvé la série particulièrement hypante avant la moitié de la saison. Le début est pas oufissime, mais je trouve l'équilibre et l'intérêt beaucoup plus présent à partir du 5ème épisode. L'épisode de la divination, qui pour moi est le meilleur de la série, quoi. Donc, ça reste une bonne série, mais comparé à WandaVision, c'est pas extraordinaire. Même si elle se rattrape sur quelques autres points. His Dark Materials, à la croisée des mondes, saison 1, 2 et 3. J'ai tout regardé d'un coup. L'histoire tourne autour de Lyra Belacqua, une gamine habitant dans un univers parallèle, et notamment et principalement dans un monde où chaque humain est accompagné d'un démon. En gros, un démon, c'est une représentation animale de ton âme. Le truc, c'est que l'oncle de Lyra, Lord Asriel, se met en tête d'ouvrir un passage vers un autre univers. Tandis que le Magisterium, organisation religieuse qui contrôle ce monde, a pour projet de lui mettre des bâtons dans les roues. La série est cool, la première saison elle est vraiment excellente, mais je vous avoue qu'à partir de la deuxième, ma hype a pas mal dégringolé. J'ai vraiment trouvé l'histoire archi classique et du coup, j'étais plus du tout à fond dedans, quoi. Ça reste de la bonne cam, mais attendez-vous à du vu et revu. Mais avec une sauce un peu nouvelle qui relève le goût. Du coup, je vous recommande la première saison sans hésiter. Pour le reste, ça peut être très intéressant pour les plus jeunes, ou des personnes qui préfèrent des aventures plus classiques, sinon vous risquez de vous ennuyer. Alors cette catégorie, elle est dédiée aux très très bonnes expériences. Parce que j'ai vraiment kiffé le visionnage,
et elles auraient pu aller dans le top. Si elles n'y sont pas, c'est généralement à cause de petits défauts qui m'ont dérangé, ou tout connement parce que j'avais pas assez de place et j'ai dû faire un choix. Astérix et Obélix, le combat des chefs. Une série d'animation sur Astérix. J'avoue que ça, jusqu'à présent, on l'avait encore jamais vu. C'est une histoire qui, vous l'aurez deviné, tourne autour de l'intrigue du combat des chefs. C'est vraiment du très bon boulot. Il y a plusieurs passages vraiment très bien pensés, et avec beaucoup de références. Même s'il y a un ou deux sketchs que j'ai trouvé pas ouf. En dehors de ça, c'est une très bonne série, et je vous recommande le visionnage. Devil May Cry, adaptation de la série des jeux vidéo du même nom, où on va suivre Dante, fils d'un démon overpété et d'une humaine, qui va se retrouver plongé dans tout un tas de magouilles paranormales. Il faut savoir que l'animé est plus ou moins un reboot des jeux. Donc s'il y aura des éléments similaires entre les deux univers, faut pas s'attendre à de l'identique à 100%. Et tant mieux parce que scénaristiquement, les jeux sont très très bordéliques. L'animé est vraiment très cool, c'est hyper dynamique et vraiment bien animé. Il y a même une excellente surprise avec l'épisode 6, qui est presque entièrement muet, et que j'ai vraiment adoré. Pour moi, un des seuls points à reprocher, c'est le tout dernier épisode, qui te sort un gros monstre bien dégueulasse, avec la menace considérable qui va détruire le monde, mais qui est désactivée en un tour de main. Donc voilà, c'est un peu vexant, même si l'ensemble de la série reste très plaisant à suivre. Echo, alors encore une série du MCU, et oui, où l'on va suivre le personnage de Maya Lopez, ancienne tueuse du Caïd. Alors est-il nécessaire d'avoir vu Hawkeye pour bien comprendre Echo ? Oui et non. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Perso, j'ai beaucoup aimé. Je trouve le rythme vraiment bien maîtrisé, les combats étaient vraiment cool, même si c'est pas les meilleurs bastons que j'ai jamais vus. L'aspect super pouvoir m'a semblé un peu ajouté au forceps, quand même. En dehors de ça, l'intrigue est assez simple et va plutôt vite à l'essentiel. Donc, je vous recommande. Chaos. Alors, c'est une adaptation moderne de la mythologie grecque. Je peux pas faire autrement. Je peux pas résumer autrement. C'est une très bonne série, malgré quelques petits points prévisibles. Et c'est pas non plus l'histoire la plus bouleversante que j'ai jamais vue. C'est très bien foutu, mais ça a pas été un coup de cœur non plus. Par contre, ça me fait particulièrement chier qu'elle ait été annulée par Netflix au bout de 2 mois. C'est ce qui est particulièrement frustrant parce que la série était vraiment bonne et méritait une suite. La réceptionniste Pokémon... Alors, petite précision, pour le coup, moi, j'ai vu que les 4 premiers épisodes, parce que je pensais que c'était juste 4 épisodes de 15 à 20 minutes. Je pensais que c'était juste ça, la saison 1. Et récemment, en fait, sont sortis les 4 autres qui disaient « Ah non, c'est pas la saison 2, c'est la suite de la saison 1. » Ah, d'accord, donc je les ai pas encore vus, mais donc là, je me base essentiellement sur les 4 premiers épisodes. Donc ici, on s'intéresse à une jeune fille qui se retrouve un peu par dépit dans un hôtel paumé dans les îles, et va devoir un peu libérer son esprit, et bien s'entendre avec les Pokémon des clients. Donc du coup, les 4 épisodes de 15 à 20 minutes, c'est du très court, mais c'est de la très belle stop motion, et on a une ambiance qui incite vraiment à la détente. Et ça déborde de mignonnerie aussi. On va pas se mentir là-dessus. C'est la petite pause kawaii, quoi, je trouve ça vraiment cool. Alors que d'ordinaire, je suis franchement pas fan de l'univers de Pokémon. Little Demon. J'ai découvert complètement par hasard cette série. En gros, le pitch, on va suivre une ado qui se révèle être l'antéchrist. Son père est le diable, et sa mère une putain de sorcière archi badass qui fracasse du démon au petit-déj. Alors dans l'ensemble, j'ai trouvé la série très quali, avec pas mal de gag scènes qui étaient vraiment bien trouvés, même si on n'était pas toujours au niveau optimal de qualité. Voilà, il y a 1 ou 2 épisodes que j'ai pas trouvé top, et parfois quelques traits d'humour, qui sont sympas, mais ni exceptionnels ni phénoménaux. Mais même si elle est perfectible, je trouve que ça reste une très bonne série. Looking Up to Magical Girls. J'ai un peu honte de la mettre dans le top, celle-là. Je m'attendais tellement pas à autant kiffer cet animé. L'histoire, on va suivre une jeune fille très fan des 3 Magical Girls qui protègent sa ville, et qui va se voir contactée par une petite mascotte qui lui propose un pouvoir de transformation.
Sauf qu'en fait, la mascotte, elle travaille pour les méchants, et elle fait de l'héroïne une dominatrice sadique qui prend son pied à déshabiller et martyriser les Magical Girls. Étonnamment, l'anime réussit souvent à bien varier son humour et à aborder des termes plus profonds qu'on pourrait le croire. Mais alors putain, ce que j'ai pu exploser de rire devant cette série. Par contre, ça je précise, si vous n'êtes pas fan de la nudité gratuite à la limite du hentai, et d'autres points plus problématiques, genre la sexualisation de personnages mineurs, je peux comprendre que vous préfériez faire l'impasse. Onimusha, deuxième adaptation animée d'un jeu vidéo, moins connu celui-là, en tout cas pour moi. En gros, c'est un samouraï qui obtient un bracelet démoniaque qui lui permet de combattre d'autres démons. J'essaie de rester très vague parce que c'est assez particulier comme univers. Et l'histoire, de ce que j'ai compris, est vraiment séparée des jeux. Même s'il y a un aspect sur l'usage de 3D qui m'a paru assez bizarre et pas toujours très bien approprié. Ranma 1/2, la nouvelle version de l'animé adapté du manga des années 80, je crois. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Ranma, c'est un jeune adepte des arts martiaux qui est affublé d'une malédiction. En fait, quand il est aspergé d'eau froide, il me semble, quand il est aspergé d'eau froide, il se transforme en fille, et il redevient un garçon avec de l'eau chaude. J'ai trouvé le délire cool, il y a une vibe 80s qui est assez marrante à suivre, mais en même temps, il y a quelques épisodes où tu sens que, comme c'est un peu toujours le même humour, ça s'essouffle un peu. Donc ça reste très bien, mais voilà, si vous voulez regarder, essayez de regarder à petite dose, je pense que vous l'apprécierez mieux que tout voir d'un coup. Solo Leveling 2024. Alors là, ça concerne les 2 premières saisons. Le pitch, c'est que depuis une dizaine d'années, des portails menant vers des mondes surnaturels remplis de monstres s'ouvrent régulièrement partout sur Terre. Coup de bol, ça a permis l'éveil d'un grand nombre d'humains, qui ont alors été dotés de pouvoirs spéciaux, des pouvoirs très MMO de fantasy. T'as des guerriers, t'as des magiciens, t'as des voleurs, voilà, c'est ce genre de truc. Et le héros va se retrouver affublé d'un don qui lui permet d'évoluer à mesure qu'il s'entraîne. Ce qui normalement est pas censé être possible. Mon principal point noir avec la série, il vient surtout de la saison 1. Pour être franc, si j'avais pas vu la saison 2, Solo Leveling serait resté dans la catégorie cool mais pas génial. Notamment parce qu'il a tendance à monologuer pendant des heures pour faire de l'exposition, ce qui est ultra chiant. Défaut qui a heureusement été viré avec la suite, donc si vous pouvez supporter la première saison, la deuxième est largement meilleure. Et c'est parti pour les tops. Bien, allez, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer à s'intéresser à mes meilleures découvertes sérielles de 2025. Et on commence avec... Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Si vous êtes un peu trop sensible à certains thèmes, tels que le suicide, le harcèlement scolaire, la maltraitance infantile ou les parents toxiques, je vous déconseille très fortement cet animé. L'histoire est celle d'un petit extraterrestre venu de la planète Happy et dont le but est de répandre le bonheur à travers l'univers. Il va donc décider de tout faire pour rendre le sourire à une petite fille. Manque de bol, cette dernière souffre d'une situation assez désastreuse, que ce soit au niveau social comme familial. L'animé se termine en 6 épisodes, ce qui est plutôt court. Ceci dit, le manga se termine en 2 tomes, donc... disons que c'est plus legit que l'intégrale de Spiral condensée en seulement 4 épisodes. Pour le dessin, perso j'ai plutôt bien aimé, même si c'est vrai que le style du mangaka est assez particulier, notamment au niveau des visages qui sont tous un petit peu enfantins, on va dire. Quand tu vois le contenu de l'histoire, bonjour le décalage. Moi ça m'a pas dérangé, mais je pense pas que tout le monde sera fan. Pour l'animation en revanche, je sais pas ce qui s'est passé. Autant t'as des moments c'est archi fluide, et à d'autres... t'as l'impression qu'il y a des cuts, que les mouvements sont très hachés, c'est très bizarre comme truc. Alors, je tiens encore une fois à le préciser, faites gaffe. Ne vous fiez pas au chara-design ultra gentillé et tout, et ne le mettez surtout pas devant des gosses. Il y a des scènes vraiment très dures qui peuvent être traumatisantes. Pour ma part, je trouve que l'anime est excellent, très émotionnel là encore,
mais il est quand même assez bas dans les tops. Pourquoi? Bah... parce que j'ai le manga en fait. Et je l'ai déjà lu au moins 2 ou 3 fois. Du coup, les retournements de situation et les révélations, elles n'ont pas eu sur moi autant d'effets que ça aurait dû, quoi. Néanmoins, si vous n'êtes pas trop sensible, je vous conseille très fortement Le péché originel de ta copine. Oh putain. Alors cet animé, ça a été à la fois progressif et très compliqué. Franchement, mon appréciation a beaucoup évolué au fil des épisodes. Au début, c'était bon, je vais le foutre dans le flop, mais c'est quand même bien animé, donc je vais essayer je vais continuer à le mater pour voir un petit peu où ça va. Puis au bout d'un moment, c'était c'est quand même bien en fait, hein, il mérite d'aller dans la catégorie des bonnes séries. Et pour finir, il est carrément arrivé dans le top 10, quoi. À grosso modo, je m'y suis intéressé parce que, en ziotant vite fait le résumé, c'était indiqué que ça se concentrait notamment sur l'animation, sur le dessin animé, et que justement on allait suivre une animatrice qui bosse dans ce milieu. Donc, par curiosité, je me suis lancé dans l'histoire, sauf qu'au premier épisode, je me suis rendu compte que c'est un putain d'isekai avec l'héroïne qui meurt et qui se retrouve téléportée dans un autre monde. C'était... putain, comme si elle avait pas assez comme ça, quoi. En gros, l'héroïne meurt et se retrouve téléportée dans un monde parallèle avec un super pouvoir en prime, quoi. Qui est le pouvoir d'invoquer des créatures en dessinant. Et je pense que vous me connaissez, à force, si vous suivez la chaîne, les isekai, c'est vite relou, quoi. En plus de ça, pourquoi l'héroïne se TP dans ce monde particulier, qui est littéralement le film d'animation qu'elle kiffe depuis sa plus tendre enfance? Nada. Ceci dit, plusieurs autres éléments n'ont pas trop de réponse et la série a pas vraiment prévu de t'en donner, quoi. Mais en même temps, à la base, l'univers, c'est un film d'animation des années 90, il me semble. Donc le fait qu'il y ait plusieurs éléments sans réponse, ça peut être une référence à ça. Pareil avec le pouvoir de l'héroïne, puisque chaque fois qu'elle l'utilise, tu as une séquence qui revient pratiquement à chaque épisode en plus. C'est la même séquence, identique, hein. Donc là encore, si tu te dis... c'est une ref aux animés de l'époque, donc les animés des années 90-2000, voilà, tu peux piger la raison que de réutiliser les images, quoi. Et il y a une véritable réflexion sur l'animation, et sur la création, en fait. Tu peux avoir des pistes pour un putain de bon débat. Et en même temps, putain, ce que le dessin et l'animation sont sublimes. En même temps, tu me diras, c'est une série centrée sur l'animation, donc si le dessin et l'animation avaient été tout juste corrects, on aurait eu des raisons de crucifier la série, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est très beau, c'est très fluide, bref, visuellement, c'est un bonbon. Et là, on va passer au côté scénaristique, parce que autant la première moitié de l'animé, c'est archi classique, quoi. Il y a pas mal de points assez prévisibles, certains trucs très répétitifs, même s'il y a des vannes qui sont très bonnes, et que certains éléments extrêmement clichés réussissent à être remaniés intelligemment. Par exemple, le personnage de Destiny, qui est une greluche à gros nibards à moitié à poil, qui à la base n'a pas d'autre intérêt que de devenir l'intrigue amoureuse du héros. Sauf que grâce à l'héroïne, elle change complètement d'aspect, elle devient une espèce de catcheuse bodybuildée, et elle est beaucoup plus intéressante à suivre, même si elle reste très secondaire. Il y a bien des éléments de fil rouge tragique qui sont mis en place, mais puisqu'à la base, le film d'animation était assez sombre et tragique, sauf que l'héroïne change la situation avec son pouvoir et donc modifie la trame du film. Puis vient la seconde moitié de la série, et là c'est plus du tout la même ambiance. On glisse de plus en plus dans le tragique, avec des côtés qui, psychologiquement, sont quand même assez durs. J'irais pas dire que l'animé est violent, hein, oui, il y a quelques giclées de sang par-ci par-là, mais t'as rien de vraiment graphique à l'écran, quoi. Il y a des scènes vraiment très émouvantes, hein. Perso, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises, ce qui est d'autant plus surprenant que j'aimais pas le délire à la base, quoi. Donc, la première partie de l'animé est assez classique, mais à mon sens, nécessaire pour vraiment apprécier la deuxième partie, qui elle est vraiment excellente. Après, y aura-t-il une saison 2 ? Non. En tout cas, c'est pas nécessaire. Oui, la saison 1 se termine sur une fin ouverte, mais t'as pas besoin d'en rajouter, quoi. Éventuellement faire un OAV pour répondre aux quelques questions qui restent en suspens, genre le Piaf, hein, mais une saison entière, pas la peine.
Donc considérez que la série est terminée et que vous pouvez en profiter pleinement. Et moi, je vous la surconseille. Alors, le résumé va être un peu compliqué à faire, je vous préviens tout de suite. Grosso modo, l'histoire principale concerne le propriétaire d'un gîte, style Airbnb, qui va se retrouver sous l'emprise d'une tueuse en série psychopathe. Et si je vous dis que ça va être compliqué, c'est que quand vous lancez la série, vous allez suivre 2 trames parallèles. Le Airbnb, mais également les propriétaires d'un motel, qui sont eux aussi confrontés à un tueur en série. Et il vaut mieux que je vous prévienne tout de suite, parce que ça n'est pas du tout précisé au cours de l'intrigue. Vraiment, vous devez vous en rendre compte par vous-même. C'est que les 2 histoires ne se déroulent pas à la même époque. À partir du 2e épisode, avec les indices, je me suis rendu compte que, en fait, l'affaire se déroulait au début des années 2000. Mais enfin, c'est bizarre parce que t'as aussi des smartphones, t'as du Wi-Fi, t'as ce genre de choses. Et c'est qu'au 4e épisode que j'ai pigé que, d'accord, donc en fait, l'histoire du motel se déroule en 2001-2002, tandis que le Airbnb, lui, c'est en 2022. C'est là que j'ai pigé, ok, donc la commissaire du gîte, en fait, c'est la petite jeune à l'époque du motel. Sauf que, comme t'as jamais aucune date d'affichée, et qu'il faut vraiment faire gaffe aux détails pour piger à quelle époque tu te trouves, je pense que si tu le sais pas tout de suite, tu t'en rends pas compte, et ça peut t'embrouiller. Toujours dans les défauts, notamment au début, on a quelques scènes qui ont l'air complètement imaginées par les personnages. Genre, le proprio du Airbnb qui voit la psychopathe tuer quelqu'un devant lui. Sauf qu'en fait non, c'est pas vraiment arrivé, c'est juste dans sa tête. Sauf que quand dans le 4e épisode t'as un accident de voiture assez vénère, j'en étais encore à me demander mais c'est la réalité ou c'est encore une alu là? En dehors de ça, la série tourne évidemment autour de meurtres en série, mais pas de la manière dont on a l'habitude. En général quand on parle de psychopathe, soit on va suivre le psychopathe pour voir comment il évolue, soit on va suivre ceux qui sont à sa poursuite, c'est qui vont le traquer pour essayer de l'arrêter. Sauf que là, la série va plus se concentrer sur les victimes collatérales. C'est des gens qui, techniquement, n'ont pas été personnellement touchés, mais qui ont quand même été impactés à cause de ça. Et des impacts qui sont psychologiquement très éprouvants, qui peuvent mener à la dépression, au suicide, ce genre de choses, Donc, sur ce point, ça a vraiment été un très gros tour de force de la série de jouer sur un point qui est assez rarement mis en valeur. Je crois même que c'est la première fois que je vois ça, en fait. Sinon, la série se termine en 1 saison. Niveau cohérence, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de problèmes. Éventuellement, si tu pinailles, il y a un détail dans le dernier épisode qui m'a un peu fait tiquer. Mais dans l'ensemble, j'ai pas eu de soucis. En plus, j'ai pas trouvé la série particulièrement violente. Il y a quelques scènes avec du sang, bien sûr, et de loin, tu vois que certains corps ont été découpés, mais on va pas insister en rajoutant une couche de tripes en plus, Donc voilà, pour moi, Les Silences de la Forêt, c'est une très très bonne série, et je vous encourage à la regarder. Eh ma foi, je suis plutôt étonné de la qualité. Alors pour l'anecdote, c'est ma mère qui a découvert la série, ça a passé sur France 2 je crois, et elle m'a dit qu'elle trouvait la série géniale. Ce qui m'a surpris parce que ma mère, en dehors de Hercule Poirot, Downton Abbey et éventuellement Fringe, c'est compliqué de lui faire aimer des trucs qui sortent de l'ordinaire Donc je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Dans mon immense arrogance, je me suis dit ça va juste être une daube, et pas du tout en fait. L'histoire est un préquel à 20 milieux sous les mers, vous vous en doutez, puisqu'on y suivra le capitaine Nemo, alors qu'il vient de dérober le Nautilus à la Compagnie des Indes, et se retrouve à faire face à un adversaire aux ressources quasi infinies, tandis que lui a un équipage réduit et quasi aucune provision. Alors pour les effets spéciaux, là encore je m'attendais à des gros fonds verts ultra criards. Bon, c'est pas parfait non plus, il y a des passages par-ci par-là qui auraient mérité un peu plus d'attention, mais dans l'ensemble, ça va, c'était plutôt propre. Pour le déroulé de l'intrigue en elle-même, là encore, si on accepte quelques passages un peu faciles, le coup avec les guerrières vikings où t'as tout l'équipage qui s'en sort sans aucune égratignure, j'ai fait ouais, non, là c'est un peu facile, là quand même. Sinon, ça reste une progression cohérente. Les différents membres du Nautilus ont tous une personnalité qui les rend plus ou moins attachants, et même chez les ennemis, ok, il y a le Crowley qui est l'ordure ultime, mais autour de lui,
les Gugus sont tous majoritairement gris, quoi. Ils sont pas le mal incarné, quoi. Exception faite du premier épisode qui commence par un flash forward avec un détestable 8 heures plus tôt, hein, qui m'a profondément énervé. Parce que ça ne sert absolument à rien. Sinon, apparemment il y en a qui ont gueulé sur la série parce que le Capitaine Nemo est joué par un acteur indien. Et donc pour eux c'est une série woke. Alors, comment vous dire ? Le premier à avoir considéré que le Capitaine Nemo était indien, c'est Jules Verne. Voilà, je te passe, voilà. Donc vous pouvez gueuler si vous voulez, mais ça change rien, quoi. Le Capitaine Nemo est indien. Pourquoi vous croyez que dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il était joué par un indien ? Quant au casting woke, l'essentiel de l'histoire se déroule près de l'Inde, et les 3/4 des membres de l'équipage sont des quasi-esclaves qui viennent de partout dans le monde. Donc non, là encore c'est logique. Et bon, il y a 2 personnages français à bord du Nautilus qui sont joués par des acteurs français. Donc non, vous n'avez pas de raison de vous plaindre en fait. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne série. C'était vraiment très cool comme découverte, avec des séquences d'action qui marchent, des effets qui tiennent globalement la route, des acteurs investis dans le rôle, et une histoire qui est cool à suivre. Traduction, j'attends très fortement une saison 2, donc espérons qu'elle verra le jour. Et en attendant, si vous n'avez jamais vu Nautilus, je vous conseille le visionnage. Je m'attendais vraiment pas à autant apprécier une série basée sur un sport. En l'occurrence, cette série Netflix se concentre sur des lutteurs sumo. Ce qu'avant je considérais comme un sport d'obèse qui essaie de bouffer le plus possible pour pousser l'adversaire, quoi. Sauf que cette série, qui se veut quand même assez réaliste, dépeint la discipline comme assez technique mine de rien, et vraiment focalisée sur de l'entraînement, du renforcement, et surtout c'est extrêmement codifié, quoi. D'ailleurs, la série explicite vraiment beaucoup d'aspects du sport, hein. On a plusieurs tournois, on a les entraînements avec les fameux Shiko, les Keiko, qui sont des combats amicaux entre écuries, la sélection du nom de scène, on a une cérémonie d'adieu, le principe des retraites, les sélections d'adversaires pendant les tournois. On va suivre plusieurs personnages, notamment le principal qui est une espèce de petit voyou de banlieue en fait, qui se lance dans la profession uniquement pour le fric et n'a aucun respect pour le sport. Une journaliste qui a été intégrée contre sa volonté à la section sport de son journal, un lutteur qui a été rétrogradé suite à une blessure, un responsable de l'association de sumo qui a une dent contre le propriétaire de l'écurie du perso principal. Bref, c'est tout un panel de petites histoires qui, dans l'ensemble, fonctionnent sacrément bien, et aident d'autant plus à se faire une image du milieu. Parce que si on voit qu'il y a du bizutage, il y a de la violence, il y a de la corruption, mais en même temps, on peut vraiment avoir de la passion, de la camaraderie, de l'entraide, etc. Je suis notamment particulièrement admiratif des ralentis. Je pense que j'ai pas autant été marqué par des ralentis depuis les films Sherlock Holmes. Là, c'est vraiment super bien fait pour détailler certains mouvements ou juste pour sublimer certaines scènes. Dont un vol plané particulièrement jubilatoire. J'en dis pas plus, mais c'était vraiment mon moment favori de la série. Et comme je vous le disais plus tôt, moi le sumo, c'est pas trop mon kiff, quoi. Ceci dit, vous vous en doutez, le sport en général, c'est pas mon kiff. Cependant, au fil de la série, j'ai vraiment commencé à ressentir de la tension pour les combats. C'est à vraiment vouloir voir gagner les protagonistes. Ce qui aide beaucoup à l'attachement, c'est que la plupart des persos sont très bien construits. J'avais un peu peur que le final de la journaliste, ce soit un peu de ferme ta gueule et accepte que les choses soient comme elles sont. De la part du Japon, pays ultra sexiste, ça aurait pas été étonnant. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle comprend la passion du sport et elle arrive à passer outre les crasses qu'on a pu lui faire avant, quoi. Après, c'est vrai qu'au départ, elle était la première à dénoncer toutes les pratiques un peu crasseuses du milieu du sumo, quoi. Et c'est un peu oublié au fil de l'histoire, donc c'est à vous de voir comment vous l'interprétez. Pareil, le fait qu'elle tombe amoureuse d'un personnage, je suis pas trop convaincu et ça servait un peu à rien. Est-ce que la série est violente ? Enfin, non, pas trop. Sauf pour une scène qui arrive
début du 6e épisode, je crois, où t'as un gars qui se fait tellement éclater la gueule qu'il en perd 3 dents et une oreille. Ouais, là, c'était un peu trash quand même. Donc, si vous êtes sensible, fermez les yeux au début du 6e épisode, quoi. Pour le reste, non. C'est de la lutte, donc l'objectif, c'est de pousser l'adversaire hors du ring, c'est pas de lui exploser la gueule, quoi. Sinon, je pense que le final de la série peut être assez frustrant. Et je pense pas qu'il y aura de saison 2. Il y en a pas besoin, en tout cas. Parce que, d'une certaine manière, c'est pas nécessaire. C'est vraiment, la série avait pour but de nous présenter l'univers du sumo. L'évolution du perso principal, elle est finie. Donc non, il n'y a pas vraiment de raison de faire une suite. Néanmoins, et c'est ça qui peut être frustrant, c'est que elle se termine sur un dernier combat. Et qui va gagner ? C'est à vous de l'imaginer. Ce qui est logique, même si je vais pas dire pourquoi, mais ça reste néanmoins très frustrant. En dehors de ça, c'est une série qui n'a bénéficié d'aucun doublage français. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être que ils se sont dit non, le sumo ça va pas intéresser les Français, donc pas la peine. Du coup, si vous voulez mater, ce sera uniquement en japonais sous-titré, il y aura pas mieux. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une excellente série et je vous la recommande. Ce pitch est probablement un des plus cons que j'ai jamais vu de ma vie. Le héros se rend compte que le dieu de l'amour lui a accordé non pas une, mais 100 âmes sœurs. C'est-à-dire 100 filles avec lesquelles il va avoir des coups de foudre parce qu'il est fait pour vivre avec elles. Sauf que, on n'est pas dans un harem classique là où le garçon et les filles vont se tourner autour pendant toute la série avant de finalement il va en choisir une au final. C'est le... Non, vous avez pas compris le principe. Il doit sortir avec toutes les filles. Puisque, de base, une âme sœur, tu dois sortir avec. Sinon, elle finit par mourir. Et ensuite, dès la première saison, les 6 premières filles ont déjà reçu leur baiser. Donc, ça c'est fait. D'ailleurs, pas mal de choses changent par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un manga harem. C'est que déjà, le héros est très intelligent. Le nombre de fois où dans un truc de romance, le main character, il est pas foutu d'additionner 2 et 2. Là, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, un protagoniste qui réfléchit et qui réussit à comprendre les meufs et leurs désirs. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et aussi, mesdames et mesdemoiselles, je pense que ce genre de héros devrait être votre fantasme. Parce que là encore, contrairement au harem classique, où là, on a toute une cohorte de meufs qui tournent autour d'un mec, mais complètement lambda au point que tu te demandes mais pourquoi vous lui tournez autour, là, c'est le prince charmant à tous les niveaux. S'il peut faire un truc pour faire plaisir aux filles, il va le faire. Quitte à s'épuiser à la tâche. La première saison était vraiment très cool. J'avais lu les premiers tomes du manga et que j'avais aussi beaucoup aimé. Et ça réussit l'équilibre d'être à la fois très attendrissant, mais également singulièrement drôle et débile. Chaque fois que je me matais un épisode, je pouvais être sûr que j'allais me marrer. Parce que ça part vraiment dans de très gros délires et c'était vraiment fun. J'ai eu peur que ça parte dans un délire urophilie avec une des meufs. Heureusement, c'était juste une blague et elle est très vite évacuée. La saison 2 est toujours excellente et on va greffer 5 nouvelles filles au groupe. Et j'admets que j'ai ma petite préférence pour la sportive masochiste. C'est elle qui m'a fait le plus marrer, quoi. Et là encore, on reste dans un énorme délire qui non seulement se prend jamais au sérieux, mais qui en plus va régulièrement briser le 4e mur en faisant un tas de références méta. Donc si c'est votre type de délire, je vous invite très fortement à le découvrir. Putain, ça fait du bien d'avoir des animés de cette qualité, putain. Nous allons suivre le personnage de Mao Mao, une adolescente dans la Chine impériale du 6e siècle, je crois. La gamine étant une herboriste extrêmement douée, elle va se retrouver propulsée dans la cité interdite avec les concubines de l'empereur, les eunuques et évidemment tout ce que ça peut impliquer de complot et magouilles en tout genre. Sauf que la jeune fille étant un peu trop futée pour son bien, elle va très vite se faire remarquer et plus ou moins embauchée par le seigneur Jinchi pour résoudre plusieurs enquêtes. J'ai kiffé, putain. S'il fallait comparer avec Frieren, je préfère très largement les carnets de l'apothicaire à Frieren. Parce que même s'il y a parfois des changements de lieu et de contexte, on passe pas quasiment d'un slice of life à un neketsu.
On reste sur des enquêtes, parfois étirées sur plusieurs épisodes, avec plusieurs fils rouges qui se dévoilent au fur et à mesure. On peut trouver l'intrigue un peu lente, la première saison dure quand même 24 épisodes, ce qui en ce moment est plutôt long pour un animé. Alors perso ça m'a pas dérangé, je trouve qu'au contraire la série prend bien son temps pour instaurer son ambiance, sans manquer de rythme pour autant. À la limite, j'aurais comme reproche une ou deux séquences de flashback, qui reprennent à peu près tous les épisodes qui viennent de se dérouler, et si tu regardes un épisode par semaine, pourquoi pas. Si tu mates pratiquement tout en une semaine comme moi, ça fait un peu redondant quoi. Alors petit bémol quand même pour la saison 2 qui m'a un peu moins passionné, je trouvais qu'il y avait des moments de creux et de mou. En plus de ça, quand on est arrivé à la toute fin avec la résolution de l'enquête, on avait machin qui était lié à un tel, qui a un autre nom, qui travaillait pour un tel, mais en plus il y avait Gugus qui avait fait ceci il y a 30 ans et du coup ça a amené à ça. Oula. Là pour le coup, heureusement que la série répète régulièrement les points importants de l'intrigue parce que il y a un moment j'arrivais plus à suivre quoi. J'avais un peu de mal à me rappeler à qui correspondait à quel nom pour bien rassembler toutes les pièces du puzzle quoi. Sinon la VF est putain de géniale. C'est une des meilleures VF d'animé que je connaisse. C'est très rare que je trouve un animé japonais avec un doublage français aussi parfait. À aucun moment, je dis bien aucun, je n'ai trouvé de reproche à lui faire. Et Emily Hiro, qui double Mao Mao, elle est parfaite. Elle correspond à 100% au personnage. Elle réussit à être crédible dans absolument toutes ses émotions. Elle arrive à passer de la gentille fille à la psychopathe, c'est en passant par la colère, le sarcasme. Et souvent, quand je vois des animés, le doublage français est pas toujours parfait. Alors, parfois, c'est un petit peu obligatoire parce que, comme dans Solo Leveling, tu as des personnages qui monologuent énormément, ce qui, en français, je suis désolé, ça ruine la crédibilité de la scène. Mais alors là, c'était excellent. La série alterne plusieurs tons, que ce soit le sérieux des enquêtes, quelques passages comiques, notamment dans les réflexions entre Mao Mao et Jinchi, et plus rarement on a quelques pointes émotionnelles qui sont quand même très bien jouées. Bref, si vous ne connaissez pas les carnets de l'apothicaire, jetez-vous dessus. De la part d'un mec comme moi, qui déteste l'Empire romain, c'est assez impressionnant que je sois aussi fan d'une série qui lui est dédiée. La série se déroule en l'an 79 de notre ère, et va nous faire suivre plusieurs personnages, notamment Tenax, une espèce de chef mafieux qui gère une partie de la criminalité et des paris du Circus Maximus, mais également la famille impériale, et une famille de Numides qui ont été amenés de force à Rome. Vous vous en doutez, la série aura sa part belle de complots, quelques combats de gladiateurs, même si c'est pas le principal. À dire vrai, on aura plus souvent droit à des courses de chars qu'à des combats de gladiateurs. Ce qui du coup fait que le personnage de Kwame est un peu laissé en retrait par rapport aux autres, ce que j'ai trouvé un peu dommage. J'ai vraiment adoré le visionnage. Je m'attendais à tomber sur un énième Game of Thrones-like, mais qui n'aurait pas le charisme suffisant pour capter l'attention, donc j'ai été très agréablement surpris par le résultat. Les personnages sont vraiment cool à suivre, ils sont très attachants, ça fait du bien de voir Iwan Rheon dans un rôle qui est pas celui d'un gros connard en fait. Par contre, si comme moi vous vous êtes intéressé à la série parce que vous vous êtes dit « Ah, il y a Anthony Hopkins » et comme moi vous aimez Anthony Hopkins, il est pas là pour beaucoup d'épisodes. Il est assez peu présent et il doit avoir juste quelques scènes par-ci par-là, mais vraiment il est très 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 en retrait quoi. C'est dommage, mais bon, en même temps le gars il a quoi, il a 90 balais quoi. Donc ce serait un peu risqué de lui donner des rôles qui vont durer longtemps quoi. Les acteurs sont tous très bons. J'ai peut-être une critique à faire sur un gamin dans le tout dernier épisode, mais en même temps, c'est qu'un gamin dans le tout dernier épisode, quoi, donc... Le principal reproche que je ferai à la série, ce sont les effets spéciaux. Parce que, quand même des fonds verts et de la CGI, ça se voit, et c'est un peu moche. C'est pas catastrophique non plus, on a déjà eu pire, mais on a aussi eu beaucoup mieux. Par exemple, le générique est une reconstitution de Rome, inondée par des flots de sang. Sauf que quand tu vois la couleur et la texture, ça ressemble plus à de la cire fondue qu'à du sang, quoi. Pour ce qui est de la nudité, j'ai été étonné que la série ne soit pas particulièrement insistante là-dessus. Oui, t'as des plans tétons et quelques scènes de cul, mais c'est pas le principal de l'histoire, quoi. Tu compares à d'autres séries du même genre, comme Game of Thrones par exemple, Those About to Die, il est assez sage, quoi. Pour le gore, il y a quelques scènes assez graphiques, mais dans l'ensemble ça va.
Je suis même pas sûr que la série soit beaucoup plus violente que le film Gladiator. L'intrigue réussit à être vraiment cool et plutôt surprenante. Ah, je connais pas trop cette période de l'époque romaine, donc peut-être que le fait de pas trop savoir, ça a dû jouer. Mais il y a vraiment certains passages où je m'attendais à ce qui est certaines révélations ou retournements. Et oui, ça arrivait, mais pas forcément au moment ou de la manière dont je m'y attendais. Par exemple, il y a le principe des factions de couleurs que j'avais trouvé un peu bizarre et artificiel, quoi. En gros, oui, il y a la faction rouge, la faction verte, la faction bleue, c'est... Ouais... je sais pas, c'est l'époque romaine, ils avaient pas des noms un petit peu plus clinquants à l'époque, Sauf comme renseignant, en fait, si. Il y avait vraiment des factions de couleurs à l'époque. Ensuite, la question est, y aura-t-il une saison 2 On ne sait pas. Le problème étant que Amazon n'a pas renouvelé la série pour l'instant, ce que je trouve dommage, parce qu'il y a toujours matière à faire plus. Néanmoins, la série a le mérite de ne pas se terminer sur un cliffhanger. Oui, on se termine avec une fin ouverte, mais s'il n'y a pas de suite, c'est pas grave. Le principal de l'intrigue, là, il est fait. Mais il y a des possibilités. L'histoire romaine, elle s'est pas arrêtée là. Donc si Amazon veut bien se tirer les doigts du fion, je serais très heureux d'avoir une suite. Bref, c'est une très très bonne série, et je vous encourage vivement à la découvrir si c'est pas déjà le cas. Le pitch, c'est qu'un jeune homme qui a une vie c'est désastreuse sur pas mal de points, et qui est au bout du rouleau, finit par se suicider. Manque de bol, la mort a assez mal pris qu'il veuille se servir d'elle, et va lui imposer une épreuve. Se réincarner à travers 12 personnes différentes sur le point de mourir. Je vais commencer d'office par les défauts. J'ai un petit a priori sur le premier épisode, notamment à cause d'un flash-forward complètement inutile. Non, sérieux, non seulement la première scène, elle ne sert à rien, à part à vous foutre à un moment plus avancé de l'histoire, même pas complet en plus, puisque quand vous le revoyez à la fin de l'épisode, vous avez des dialogues en plus. Je suis pas hyper convaincu par l'actrice qui joue la mort. Oui, elle est jolie, mais un peu plus de charisme, histoire de la rendre vraiment effrayante, ça aurait pas été de trop. Et le fait qu'elle se téléporte sans arrêt, ouais, ça fait un peu too much quand même. Mais bon, ça c'est l'avis du gars qui avait lu les premiers tomes du manhwa, quoi. Et à l'inverse, je trouve le personnage principal plus charismatique dans la série que dans le bouquin. La CGI est pas exceptionnelle. Quand t'as des scènes d'action avec des bagnoles qui partent en vrille et tout, ça se voit que c'est de l'image de synthèse. J'irais pas dire que c'est moche, mais ça se voit beaucoup. Il y a aussi un peu trop de monologues, alors que étonnamment, à plusieurs reprises, on a juste la voix off du protagoniste, qui pendant que son corps réagit sans parler. Mais à d'autres, t'as vraiment le personnage qui monologue sur ce qu'il doit faire, qui résume ce qui lui est arrivé, ouais, on aurait pu se contenter de la voix off, ça aurait été largement suffisant, quoi. Dernier point que je trouve critiquable, la mort accuse le héros d'avoir commis un crime en se suicidant. Et c'est pas vraiment un spoil, puisque je croyais que c'était des révélations un peu trop hâtives, puisque dès le début du deuxième épisode, t'as des flashs en noir et blanc, où tu vois les conséquences du suicide, et tu vois que il y a 2 cadavres. Donc tu te dis, en sautant du toit, le mec il est tombé sur quelqu'un d'autre, et il l'a tué au passage, donc du coup c'est considéré comme un meurtre, et c'est vu comme un crime par la mort. C'est teasé pendant les 3-4 premiers épisodes, et ça revient plus jamais. Mais alors, plus jamais, on n'en reparle plus. Donc vous pourriez couper ces scènes, non seulement ça aurait aucun impact sur l'intrigue, mais en plus ça éviterait d'avoir l'impression que la série a oublié un truc en cours de route. Alors ça, c'était les défauts. Pour le reste, toute la série est cohérente, puisque le héros est littéralement le jouet d'une entité omnipotente. Donc on peut difficilement critiquer la logique dans ce qui lui arrive. La série a le mérite de savoir modifier certaines des histoires que le héros était censé vivre, et qui n'étaient pas présentes dans le manhwa. Et inversement, certaines histoires du bouquin sont absentes de la version série. Genre, premier épisode, t'as un parachutiste de l'extrême, après t'as un tueur de la mafia façon John Wick, Ouais, t'as des points qui sont modifiés, et c'est super bienvenu, je trouve. Mais alors, s'il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est les scènes d'action. Alors, putain, waouh. Déjà que c'était très surprenant dans la partie du lycée, mais alors la séquence du John Wick coréen, ouh, il y en a qui se sont fait plaisir là.
et toute la série va faire évoluer son ton au fil des épisodes. On passe de l'action au drame, avec du thriller, du sentimental. Vraiment, la série joue extrêmement bien avec chaque code, et a réussi à être excellente à chaque fois. Bon, j'aurais quelques bémols pour certaines scènes qui laissent deviner un peu trop facilement les révélations qui vont suivre, genre l'avant-dernière mort. Perso, j'aurais attendu le tout dernier moment avant de révéler le final. Mis à part ça, tous les acteurs sont excellents, la VF est géniale, c'est littéralement une de mes meilleures séries de l'année. Ça m'a scotché, ça m'a fait pleurer, le tout en me donnant un message d'espoir sur la vie, avec une réflexion sur la mort et le suicide. Bref, c'est une série excellente. Bon après, oui, on peut se dire que le message d'espoir, il n'est pas forcément valable pour tout le monde. Ça, d'accord, oui, je le reconnais. Oui, le héros a une vie bien pourrave, mais il aurait pu rebondir malgré tout. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vivent bien pire au quotidien et n'ont pas forcément l'espoir de s'en sortir. Quoi qu'il en soit, Death's Game est une putain de pépite. Et si vous ne la connaissez pas, je ne peux que vous inciter très fortement à la découvrir et à en parler. En plus, toute l'histoire se termine en une seule saison, donc vraiment vous avez aucune raison de la refuser. J'en reviens pas du précipice de qualité qu'il y a entre Mayfair Witches et Entretien avec un vampire. C'est hallucinant à quel point ces deux séries qui font toutes les deux partie du Immortal Universe, qui est censé adapter toutes les œuvres d'Anne Rice, sont abyssalement différentes en termes de qualité. En toute franchise, je m'attendais à une grosse daube, ou minimum à ce que ça aille dans les bofs. Comme quoi, faut toujours vérifier par soi-même avant de juger. L'histoire, évidemment, raconte la rencontre entre le vampire Louis de Pointe-du-Lac avec le journaliste Daniel Molloy, et l'entretien qui en a résulté. Et je vais commencer avec mon avis sur l'univers d'Anne Rice. Je connais, j'ai lu Entretien avec un vampire, j'ai lu le roman de Lestat, mais j'ai jamais été plus loin. Et quand on sait que l'univers d'Anne Rice c'est un peu parti en sucette au fil des tomes, vient ensuite le film Entretien avec un vampire, que j'ai également adoré, et du coup, la question est, y a-t-il des différences ? Oui. Déjà, une des premières idées que j'ai trouvées brillantes, c'est que le journaliste a déjà rencontré Louis dans les années 70, et que leur entretien c'est mal fini. Ce qui, de mémoire, est effectivement la conclusion du roman. Et du coup, l'histoire de la série commence en 2022, où le journaliste est recontacté par Louis, qui lui dit « Bon, on est parti du mauvais pied, à cette époque vous étiez un toxico complètement défoncé, et j'ai quand même envie de raconter mon histoire à quelqu'un, donc donnons-nous une seconde chance. » Et pareil, le journaliste critique énormément la façon dont il avait mené l'interview à l'époque. Parce qu'il pointait pas les incohérences, il vérifiait pas ses sources, etc. L'autre différence majeure, vous l'aurez remarqué, c'est que Louis est désormais incarné par un acteur métis. Une volonté de wokiser la saga des vampires ? Bon, déjà que la saga des vampires d'Anne Rice a toujours été très orientée relation yaoi, modifier la couleur de peau d'un personnage, ça me choque pas plus que ça. Sauf que contrairement aux Anneaux de pouvoir, là, c'est réécrit de façon cohérente. Genre, Louis n'est plus un propriétaire terrien, mais un petit gérant de bordel, non plus au XVIIIe siècle, mais en 1910, il me semble. Donc, gros changement d'ambiance et d'origine. Je m'attendais pas non plus à une telle qualité d'écriture au niveau des dialogues. Louis a un parler vraiment très soutenu, c'est très littéraire, et pourtant la VF parvient à te sortir ces longues répliques, mais tout en restant hyper naturel. À aucun moment ça ne fait faux. La série est super bien écrite, très bien jouée, elle remanie intelligemment l'histoire d'Anne Rice, avec suffisamment de points communs pour qu'on soit pas perdu, tout en nous offrant de nouvelles manières de la voir. Bref, c'est une excellente série, et si vous êtes fan de l'univers d'Anne Rice, je pense que c'est un excellent hommage, et une putain de bonne adaptation. J'aurais cependant un petit bémol pour la saison 2, oui, au passage, la série se termine en 2 saisons. Voilà, juste pour préciser. Mais bon, vu qu'ils font carrément un univers sériel, on a eu le Mayfair Witches, qui est une grosse daube, et prochainement, il y a le Talamasca qui est censé sortir. Je sais pas, je l'ai pas vu, faudra voir ce qu'il vaut. Donc, pas impossible qu'il y ait d'autres suites. Bref, pourquoi j'ai un peu moins préféré la saison 2 ? Pas pour un défaut de qualité, je vous rassure, elle est toujours très bonne, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, il y avait moins de changements dans la trame,
qui tourne beaucoup autour du théâtre des vampires, et du coup, bah, je savais d'avance ce qu'allait se produire au final. Néanmoins, ça a le mérite de nous offrir un climax que j'ai trouvé beaucoup plus logique que dans le film. Je regrette aussi qu'ils aient changé l'actrice qui interprétait Claudia. C'était Bailey Bass dans la saison 1, et qui a été remplacée par Eleni Hayes. L'actrice reste très bonne, hein, je dis pas le contraire, mais bon, j'aime pas quand on change les comédiens. Quoi qu'il en soit, je persiste à le dire, la version série de Entretien avec un vampire est une excellente adaptation. Mieux encore, je la trouve meilleure que le film de 90. L'intrigue est intelligente, les acteurs sont tous excellents, il y a de l'émotion, il y a de la tension, il y a du mystère, même si un peu moins dans la saison 2 si vous avez déjà vu le film ou lu le livre. Bref, j'ai vu cette série en tout début d'année, et aucune n'a réussi à la détrôner. Bon, TFS Game est pas passé loin, j'avoue. Donc si jamais vous aviez des doutes sur sa qualité, je vous le confirme, c'est un putain de chef-d'œuvre. Matez Entretien avec un vampire. Et voilà! On a fait le tour de mes découvertes sérielles de 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour les tops et les flops des films de 2025. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, passez de très bonnes fêtes, et à bientôt à bord de l'Universalis. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce top des séries de 2025. Cette vidéo des tops, je vais jamais réussir à faire une intro correcte, hein, ça. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette vidéo des tops des séries de 2025. Comme chaque année, je le précise, mes sélections ne vont pas se focaliser sur les... Oui, je vais essayer de donner le plus d'arguments. Oui, je vais essayer de donner le plus d'arguments possible. La plupart des séries ont évidemment l'objet, l'intention. La plupart. Putain. Déjà, ça devrait être mieux. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, ça a l'air bien. Et je trouve son final complètement réussi. Après la bagnole, il y a les avions maintenant. Animé dédié à un lycéen dotier... Animé de... Putain. His Dark Material... Et sa mère, une putain de sorcière archi-badass qui démonte du démon... Et sa mère, une putain de sorcière archi-bagasse. Oui, bon ça. Et elle va se voir travailler... Non, pas travailler, non. Et elle va se voir contactée par une petite mascotte qui lui propose de... Je suis en train de ne plus avoir de voix là. Stop. Je m'arrête là parce que je n'ai plus de voix. Alors, je tiens encore une fois à le préciser, ne vous fiez pas à son caractère. Oui, non, je tiens encore une fois à le préciser. Ne vous fiez pas à son caractère tout gentillet. Non, mais pourquoi je dis son caractère, quoi, merde. Son chara-design. Putain. Je tiens encore une fois à vous le préciser. Super. Et qui à la base n'a pas d'autre intérêt que d'être le... Putain, je me suis perdu. J'en suis où? Merde. Sauf que grâce à l'héroïne, bah, elle change complètement d'abcès. Oui, non, pas d'abcès. Sauf que grâce à l'héroïne, elle change Et les trois quarts des membres de l'esquive. Et en attendant, si vous ne connaissez... Et en attendant, si vous n'avez pas vu... En l'occurrence, cette série Netflix se concerne... Cette série se concerne. Non. Et je vais boire un coup parce que j'ai soif. Merde. Non. Vous avez pas compris ça. Hein. Non. Vous avez pas Vous avez pas compris le principe. L'histoire, évidemment, raconte la rencontre entre le vampire Louis de Pont... L'histoire, évidemment, rencontre la rencontre. Oui, bien sûr.
faut dormir la nuit, hein. Je me suis perdu. Je suis perdu. Bref, pourquoi j'ai moins préféré? Bref, pourquoi j'ai un peu mieux...